à cette grande conférence dans le cadre de l'ACFA sur les transformations de l'université. On a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux chercheurs qui travaillent depuis longtemps sur les transformations du néolibéralisme, ses impacts sur une nouvelle façon de vivre ensemble, d'organiser une société intéressante. Je vous présente Pierre Dardot et Christian Laval. Alors Pierre Dardot est philosophe et enseignant. Il est rattaché à Paris-Nanterre et à l'intérieur de Paris-Nanterre, en particulier au laboratoire Sophia Paul, qui est un laboratoire interdisciplinaire qui regroupe philosophie, anthropologie, sociologie. Christian Laval est professeur de sociologie à l'université Paris-Nanterre et membre de l'Institut de recherche de la FSU, Fédération syndicale unitaire. Pierre Dardot et Christian Laval travaillent ensemble depuis longtemps et sont auteurs conjointement de plusieurs ouvrages, dont deux que vous connaissez certainement. La nouvelle raison du monde, paru en 2009, et Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, paru, lui, en 2014. Christian et Pierre vont nous entretenir aujourd'hui donc des transformations de l'université et d'une réflexion sur comment on peut concevoir ces transformations dans une réflexion sur la notion de commun que Pierre va développer. Martin Maltais m'a demandé de vous préciser que les vidéos, parce que tout est filmé aujourd'hui, seront disponibles dès que possible sur le site de la FQPPU. Je suppose qu'un message sera transmis à cet effet-là. Donc, alors, la séance va se passer de la façon suivante. Christian Laval va parler pendant une demi-heure, suivi de Pierre Dardot pendant une demi-heure 35 minutes. Et ensuite, on ouvrira discussion avec la salle. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Christian Laval. Merci, Marianne. Merci à tous les organisateurs de cette invitation et de cette rencontre. Merci à vous qui êtes présents. Il a été question toute l'après-midi déjà dans une première session des transformations de l'université ou des universités. C'est peu dire que nous vivons une transformation majeure, un basculement réel dans l'histoire de l'université. Dans l'histoire longue déjà de l'université, nous vivons une coupure, une rupture qui évidemment ne s'opère pas d'un coup, qui est un processus de rupture, d'où la difficulté d'en saisir la logique d'ensemble. On pourrait même dire que la façon dont se développe cette transformation rend aveugle, rend souvent incapable, impuissant de l'affronter de façon lucide. Donc je crois qu'il importe, et c'est toute la démarche que nous avons suivie, et pour l'université et pour les autres domaines, de faire ressortir la logique d'ensemble des transformations. Ne pas s'attacher simplement aux signaux faibles ou forts, ne pas s'attacher seulement aux symptômes, mais comprendre que des phénomènes aussi importants que la compétition mise en place entre les établissements universitaires, entre les chercheurs, la façon dont l'université est de plus en plus dépendante des financements sur projet, la manière dont se développe à grande vitesse une précarité structurelle des chercheurs et beaucoup d'autres phénomènes relèvent d'une logique qu'il faut saisir en tant que telle. Et là est la difficulté, et cette logique, nous l'appelons, depuis fort longtemps, ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons sur ce sujet, nous l'appelons une logique néolibérale, qui donne naissance, progressivement, à un modèle mondial d'éducation qui concerne évidemment les universités et la recherche, mais aussi les autres domaines de l'éducation, les autres secteurs de l'éducation,
le secondaire comme le primaire. Mais il est évident que c'est l'université qui est en premier rang de cette modification d'ensemble. Cette modification d'ensemble, elle affecte la connaissance. Elle affecte la connaissance parce que c'est par la connaissance, par la transformation de la conception que l'on a de la connaissance, que se légitime et que s'opère cette mutation. Nous sommes, vous ne l'ignorez pas, dans un univers très particulier où ce qu'on entend par néolibéralisme est devenu une rationalité générale. Le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est une rationalité capitaliste qui est sortie du capitalisme à proprement parler. Autrement dit, comme si le capitalisme s'était émancipé de son lieu central d'accumulation qui est l'économie, évidemment, la production de marchandises, pour devenir une rationalité qui concerne tous les domaines. La santé, la justice et l'éducation et beaucoup d'autres domaines. Si l'on ne comprend pas la façon dont cette rationalité s'impose partout et sur tous, je crois qu'on ne saisit pas ce qui nous affecte. Nous luttons ici et là contre tel ou tel phénomène, mais nous ne comprenons pas ce qui nous affecte et nous nous laissons souvent endormir par des propos lénifiants, par des rationalisations qui tantôt nous disent qu'il s'agit de mieux rendre compte du travail universitaire à la société, qu'il s'agit de mieux professionnaliser les études pour trouver des débouchés pour les étudiants, etc. Il y a de multiples formes de rationalisation, mais il y a une logique centrale qu'il faut bien saisir comme telle. Et donc, il faut en venir au propos central, à la proposition centrale, qui est le fait que la connaissance connaît aujourd'hui une mutation importante, ce que j'appelle un devenir capitaliste de la connaissance. Ce n'est pas que la connaissance devienne seulement un facteur de production plus important que jadis. Certainement, nous avons affaire à un nouveau capitalisme que certains appellent cognitif, que d'autres appellent immatériel, qui mobilise des facteurs liés à la connaissance. Il s'agit, au fond, peut-être d'autre chose. Il s'agit d'une façon d'appliquer à la connaissance la forme de la marchandise, de la considérer sous l'angle de plus en plus exclusif de la valeur économique. Comme si, au fond, la connaissance ne valait plus, c'est le cas de le dire, que comme facteur de productivité, comme élément de rentabilité, de façon générale, comme si la connaissance ne valait plus que dans l'ordre économique, et comme si les économistes détenaient aujourd'hui le monopole de la définition légitime de la connaissance. Et c'est pourquoi il faut en venir à cette question, me semble-t-il, tout à fait centrale de ce qu'on entend par économie de la connaissance. Vous connaissez l'expression, c'est une expression qui s'est développée dans les grandes institutions économiques internationales dès les années 80 et surtout 90. L'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne se sont emparés progressivement de cette conception à laquelle nous n'avons pas trop fait attention. Je voyais tout à l'heure dans les documents qui ont circulé qu'on parlait plutôt de société de l'information ou de la société de connaissance. C'est une manière édulcorée de parler du discours central, du discours dominant aujourd'hui dans les institutions qui se préoccupent de l'avenir de l'éducation, qui définissent, qui justifient, qui structurent les politiques publiques en matière d'éducation. Ces discours-là sont les discours économiques qui considèrent la connaissance comme une valeur économique. Économie de la connaissance, ça signifie que la connaissance est économique, qu'elle est avant tout économique. Alors, c'est cela dont je voulais vous entretenir, en n'oubliant pas que
on a parfois tendance à simplifier les processus en disant que tout cela pourrait relever de l'offensive marchande, de la pression des multinationales sur l'académie, le monde académique. En réalité, ce à quoi nous avons affaire est un processus beaucoup plus complexe dans lequel les États, les gouvernements, si vous préférez, jouent un rôle considérable. Le supposé encerclement par le marché n'aurait pas cet effet, si je puis dire, si les gouvernements n'avaient pas adopté progressivement et inégalement, selon les pays, cet axe majeur dont je parle, qui est celui de l'économie de la connaissance. Les États, pour des raisons qu'on évoquera, que l'on discutera, les États sont en première ligne aujourd'hui dans la mutation des mondes universitaires et de la recherche. Parler de la connaissance comme valeur économique, évidemment, ça suppose qu'on différencie deux domaines complémentaires, mais en même temps articulés. La valeur économique de la formation, aujourd'hui, prend la forme d'une priorité, d'une préséance donnée à la professionnalisation des études et passe par la modification de la manière même dont on parle de l'enseignement et de l'apprentissage. Le langage, le lexique de la compétence prend progressivement la place du lexique et de la conceptualisation traditionnelle dans nos milieux, celui précisément du savoir et de la connaissance, la compétence étant précisément ce qui peut être valorisé sur le marché de l'emploi. Toute la pédagogie, depuis le primaire jusqu'à l'enseignement universitaire, se restructure peu à peu autour de cette notion qui, évidemment, est polysémique, qui peut prendre des sens tout à fait différents et qui peut être empruntée en particulier à certaines formes pédagogiques, mais en réalité, ce modèle de la compétence est subordonné à cette logique de la professionnalisation et au-delà, à l'idée que l'université, comme les autres niveaux de l'éducation, a avant tout affaire à la formation d'un capital humain. Autre notion extrêmement importante qui s'est répandue dans la société, qui s'est banalisée, mais qu'il faut prendre, je dirais, au sérieux. Capital humain signifie très précisément que chaque individu, chaque sujet, doit se rapporter à lui-même subjectivement comme s'il était un capital et comme si l'éducation, l'apprentissage, consistait en une accumulation individuelle de valeurs économiques, avec l'ensemble des dimensions qui sont évidemment liées à ce capital humain, en particulier l'idée selon laquelle l'enseignement est d'abord et avant tout une façon d'investir, est un mode d'investissement de ressources financières, de temps, etc., qui n'a de sens que dans l'obtention future d'un revenu. Dès que l'on parle de capital humain, en réalité, on est déjà inscrit dans la logique capitaliste, c'est-à-dire dans l'imaginaire capitaliste, qui a une performativité, qui a une efficacité à tous les niveaux dans la manière dont on conçoit l'enseignement et dans la manière dont on intime aux
universitaires eux-mêmes l'obligation de rendre des comptes. Rendre des comptes, c'est une chose formidable, nécessaire, mais rendre des comptes en termes de capital humain, c'est déjà évidemment obliger tout acteur de l'enseignement, étudiant comme professeur, de les obliger à s'inscrire dans cette logique. Ça vaut pour l'enseignement. Ce qui vaut pour la recherche est un peu différent. Les transformations de la recherche sont guidées principalement par un modèle parallèle et équivalent ou homologue, celui de l'innovation. C'est la catégorie selon laquelle les connaissances nouvelles ne valent qu'en tant qu'elles sont efficaces dans la compétition que se mènent entre elles les entreprises sur les marchés, nationaux ou internationaux, dans la mesure même où, dans le nouveau capitalisme, l'innovation est donnée comme la source principale des avantages comparatifs des économies, source de la compétitivité des économies dans la division internationale du travail. C'est la place de l'innovation, c'est exactement ce que l'on a appelé, il y a quelques années, la nouvelle économie, dont le numérique, les nouvelles technologies sont supposées être les deux piliers, les deux grands moteurs. En fait, compétence d'un côté et innovation sont deux aspects complémentaires qui dérivent de la forme abstraite et générale qui est donnée aujourd'hui à la connaissance, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de la connaissance comme valeur économique. Ce sont les deux catégories à partir desquelles les États, les pouvoirs publics, recomposent le champ de la connaissance en transformant les institutions de la connaissance, c'est-à-dire les instituts de recherche comme les universités, opérant ainsi une réduction progressive et difficilement repérable de la formation humaine et de l'activité intellectuelle à leur valeur économique. Alors, comment s'opère pratiquement, de façon opérationnelle, cette mutation? Je voudrais en dire quelques mots. Je crois qu'il faut prendre tout à fait au sérieux les travaux qui ont été menés par des chercheurs américains, Sheila Slaughter et Gary Rhodes en particulier, ceux qui ont théorisé le capitalisme académique. Il me semble que leurs recherches sont importantes parce qu'elles mettent en évidence la façon dont les universitaires eux-mêmes, la façon dont les chercheurs eux-mêmes participent peu à peu à la mise en œuvre et à la mise en place de cette nouvelle logique de la connaissance. Je crois qu'ils auront apporté, en empruntant à Michel Foucault, quelque chose d'important en distinguant deux régimes de la connaissance. Ce qu'ils appellent d'un côté le régime public de la connaissance, c'est-à-dire un régime dans lequel la connaissance est considérée avant tout comme un bien public. Et le régime nouveau qui est en train progressivement de se mettre en place, dans lequel la connaissance est regardée, j'emprunte leur expression, comme un matériau économique à exploiter. Donc, comment préciser ces deux régimes? Le régime public de la connaissance, on peut en trouver un idéal type chez le sociologue américain Robert King Merton, qui a défini l'éthos de la science par un certain nombre de caractéristiques. L'universalisme, ce qu'il appelle de façon très audacieuse en 1942 le communisme, c'est-à-dire la gestion de la connaissance comme un bien commun, le désintéressement, l'intégrité morale, le scepticisme organisé. Cette version, sans doute idéalisée, de l'activité scientifique oublie sans doute des aspects importants de ce régime public, en particulier quand on pense précisément à ce que la science a
a fait en France ou aux États-Unis, c'est-à-dire la participation à une sorte de nationalisation de l'activité intellectuelle, sous des formes de dépendance à l'État, mécène, organisateur de l'activité scientifique, et on oublie sans doute ce que la sociologie du monde académique a particulièrement bien documenté, c'est-à-dire l'importance de la professionnalisation des chercheurs. Mais enfin, on peut quand même s'appuyer sur cet ethos idéal typique de Merton pour dire que ce régime public de la connaissance reposait sur un travail scientifique autonome dont les résultats devaient être largement diffusés, venant à augmenter un patrimoine commun dans lequel les autres scientifiques, nationaux ou internationaux d'ailleurs, devaient pouvoir puiser librement pour faire progresser la science. Les économistes, eux, expliquaient volontiers que la connaissance avait des caractères d'un bien public, c'est-à-dire qu'il était non excluable et non rival. Les chercheurs étaient incités donc à créer de la connaissance en n'attendant rien d'autre qu'une reconnaissance académique, des rémunérations financières, certes, mais aussi symboliques, des avancements de carrière réglés par la profession elle-même. Quant à la diffusion de la connaissance, elle trouvait son lieu de prédilection dans l'université publique. Ces grands principes de la science, au service des libertés, au service des peuples, étaient réaffirmés par des textes fondamentaux, des chartes, des engagements, tels ceux qu'on trouve en France sous la plume de Jean Perrin ou de Vannevar Bush aux États-Unis. Ce modèle de la connaissance publique, ou ce régime public de la connaissance, est progressivement mis en cause du fait de la mondialisation, bien sûr, du fait que progressivement, on a conçu la connaissance comme un enjeu à la fois politique et économique qui devait appuyer les engagements, les implications, les investissements des grands oligopoles économiques. C'est ce qu'on peut appeler le grand basculement vers le modèle de marché, ou encore l'avènement d'un capitalisme académique aussi bien dans le domaine de la recherche que de l'enseignement. C'est la naissance de ce régime néolibéral de la connaissance qui se met en place à partir des années 80, où la connaissance est considérée, comme je le disais tout à l'heure, comme une création de valeur directement en prise avec les investisseurs de capitaux à la recherche de produits de haute rentabilité selon un modèle que l'on a appelé un modèle tiré par le marché. C'est une expression que les économistes ont développée depuis un certain nombre d'années. La connaissance n'est plus regardée comme recherche de vérité, elle est validée par sa capacité, donc, à produire de la valeur. Et c'est ce qui opère une rupture profonde, une rupture historique avec l'éthos de la science, du modèle précédent. Ce modèle de la recherche privée, de la connaissance appropriable, repose sur la détention d'un droit privatif sur la connaissance dont l'investisseur veut tirer le plus grand profit grâce au monopole technologique que lui assure un brevet ou tout autre mode de clôture sur la connaissance. Cette marchandisation de la recherche, cette privatisation des résultats de l'activité intellectuelle ont d'abord été favorisées par toutes les mesures qui ont obligé les laboratoires publics à trouver des ressources auprès des entreprises et à vendre sur le marché des brevets
le résultat des travaux. On pense naturellement à l'inauguration, si je puis dire, de ce modèle avec le Bayh-Dole Act de 1980, qui a démarré ce processus, qui a imposé ce modèle au niveau international. Je n'aurais... Heureusement que tu es là pour mesurer. J'entends l'horloge. Mon ami Dardot est une horloge. Non, c'est Marianne. Ouais. Bon. Alors, je vais essayer de presser le mouvement. Il est important de rappeler cette initiative du Bayh-Dole Act parce qu'elle est évidemment l'un des premiers pas dans la mise en œuvre d'un modèle mondial. Ce processus d'imposition du modèle de marché dans la connaissance, je le disais tout à l'heure, accompagne la mondialisation et la place que prend l'innovation et la qualification de la main-d'œuvre. L'un des aspects, je crois, les plus importants de la phase du capitalisme dans laquelle nous vivons est la lutte à laquelle se livrent les États et les oligopoles mondiaux pour le contrôle privé du savoir. L'innovation devient la clé de la compétition internationale, la norme mondiale de la concurrence, qui contribue donc à nouer les liens entre les universités et les entreprises. La course au profit de monopoles est au cœur de cette concurrence. Il s'agit, au fond, de faire des connaissances des actifs rentables, ce qui suppose d'étendre et de renforcer les droits de propriété intellectuelle, les brevets et les marques. Au fond, le nouveau capitalisme néolibéral est caractérisé par une frénésie d'appropriation privée, d'appropriation des gisements de profit dans le domaine de la biologie, de l'informatique ou des médias. Au fond, trois processus se sont conjugués. L'extension des domaines d'appropriation, on étend finalement ce qui peut être régi par la logique privative, les logiciels, les droits à l'image, les séquences de gènes. On renforce d'autre part les droits de propriété, on en étend la durée par exemple, on restreint les droits d'usage, on renforce les sanctions pour faire respecter ces droits de propriété. Je pense que dans ce qui nous arrive, c'est-à-dire cette transformation de la connaissance, la tendance au renforcement des droits de propriété intellectuelle joue un rôle considérable. On pourrait évoquer la compétition qui s'exerce sur, en particulier, le nombre de brevets. Pour ce qui est de la... Je vais me presser. Pour ce qui est en matière universitaire, des transformations en milieu universitaire, je crois que les choses peuvent être prises de façon un peu différente. Ce qui me semble important, c'est la mise en œuvre de ce que des chercheurs américains ont appelé l'université entrepreneuriale, qui a été préparée par des experts en management, en particulier en management de la qualité, et des spécialistes du benchmarking. Cette université entrepreneuriale a trois caractéristiques. Premièrement, comme son nom l'indique, elle est gouvernée sur le modèle d'une entreprise. Deuxièmement, elle travaille en symbiose avec le milieu des affaires. Enfin, sa troisième caractéristique, et qui concerne à peu près tous les pays, c'est la diffusion de la culture d'entreprise. C'est-à-dire que l'esprit même de cette université est celui de l'entrepreneuriat, qui conduit, par exemple, à promouvoir la création d'entreprises par les chercheurs ou par les étudiants. Au fond, ces universités ont un devoir de performance économique. La transformation du management, l'autonomie de gestion, la compétition, la polarisation des universités sont les maîtres mots d'une réforme commencée d'abord aux États-Unis et en Grande-Bretagne,
et qui peu à peu est devenue une norme mondiale qui a pris la place de la vieille université humboldtienne telle qu'elle a été créée et conçue au début du XIXe siècle. C'est-à-dire une université qui était tournée vers la connaissance désintéressée et encyclopédique. Faire en sorte, au fond, que l'enseignement supérieur et la recherche servent la compétitivité générale de l'économie suppose précisément que les universités soient transformées en entreprises dans le cadre, précisément, d'un marché national et d'un marché mondial de l'enseignement. Plonger les universités dans la concurrence, les faire dépendre des agences d'évaluation qui mettent en œuvre la compétition, faire dépendre leur financement de projets pilotés ou copilotés par les entreprises extérieures. Tout cela ne doit pas être pris, ne sont pas des éléments séparés les uns des autres. Ils participent de la création, de la formation de ces universités dites compétitives liées à la mise en œuvre du marché mondial de l'éducation. Le rôle des États, je le disais, est fondamental dans cette transformation. C'est pourquoi il faut relativiser tous les propos qui nous disent qu'il s'agit d'une infiltration ou d'un encerclement par le monde du marché. Cela serait trop facile de le penser ainsi. Je crois qu'il y a là quelque chose, je n'ai évidemment pas le temps de développer, qui est lié à la fonction nouvelle des États dans le capitalisme contemporain. Les États ont participé, évidemment, ont largement contribué au façonnement, à la fabrication de ces communautés nationales que nous connaissons. Aujourd'hui, si l'on en croit un certain nombre de chercheurs, comme Saskia Sassen, l'État participe à la dénationalisation des institutions, à leur mise en marché mondial, elle participe à la fabrication d'institutions destinées, en quelque sorte, au marché mondial, destinées à affronter un marché mondial et destinées à transformer leurs activités en fonction de cette mondialisation. Dans ce que l'on appelle, je ne sais pas si le terme est ici en usage, dans ce qu'on appelle des politiques de compétitivité, qui visent en quelque sorte à introduire dans les communautés nationales, dans les sociétés, la logique de marché. C'est ce que l'on pourrait appeler, avec certains chercheurs, l'implantation du global dans le national. Ce qui est là encore une rupture avec ce qu'ont été les systèmes éducatifs, leur rôle dans l'histoire, et en particulier la façon dont les universités, je crois que c'est le cas au Québec, ont contribué, d'une certaine façon, à la formation d'une société autonome. Donc, la transformation de la connaissance en valeur économique est étroitement liée à des processus de mondialisation et de dénationalisation, à la construction d'une logique nouvelle qui s'impose à toute l'activité d'enseignement et de recherche. Alors, pour terminer sur ce point, je voudrais dire que le régime public de la connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure était loin d'être idéal. J'ai parlé d'idéal type. Pour ce qui concerne la France, cet idéal type doit être relativisé par le fait que l'université était et reste très peu égalitaire. Il doit être relativisé par le fait que l'université et l'activité scientifique ont très souvent dépendu de logiques étatiques, de priorités politiques, mais il y avait néanmoins dans ce régime-là une relation forte entre le savoir, considéré comme un droit humain fondamental,
le savoir considéré comme la condition même de la démocratie et de la citoyenneté, le savoir comme condition fondamentale de la formation des personnalités. Et je crois que c'est précisément ce qui est en train d'être mis en cause, et de façon très radicale, par le régime néolibéral de la connaissance. Les universités, et les universitaires également, je crois, ont un rôle essentiel dans la clarification, dans l'élucidation de ce qui est en train de leur arriver. Ils ont un rôle en même temps extrêmement important par leurs associations professionnelles, par leurs syndicats, et les étudiants également, pour résister autant qu'ils le peuvent, et malgré le fait que la logique de compétition gêne l'action collective, ils ont en tout cas une responsabilité majeure dans la défense d'un certain nombre d'éléments essentiels. Mais ils ont aussi à inventer une autre façon d'agir en commun, une autre manière d'enseigner. Et c'est ce dont va traiter maintenant mon ami Pierre Dardot. Bon, merci pour le passage de témoin. Et je voudrais simplement expliciter le titre que j'ai choisi de donner à cette intervention, c'est-à-dire faire de l'université un commun. Et la première chose que je voudrais marquer, c'est qu'il est question dans ce titre de l'université au singulier, avec un article défini, et que finalement, quand on y réfléchit bien, c'est une chose relativement rare aujourd'hui que de s'interroger sur l'université. On parle beaucoup plus fréquemment des universités, parce qu'on identifie l'université aux établissements universitaires. Et il y a là quelque chose d'assez regrettable, parce que justement l'université mérite d'être problématisée en tant qu'objet. Il faut, je pense, se rappeler ce qu'elle a été, ce qu'elle est, pour éventuellement dessiner les axes d'une transformation, c'est-à-dire de ce qu'elle pourrait devenir ou de ce qu'il faudrait qu'elle devienne, éventuellement, selon les inflexions qu'on peut être amené à marquer. Mais je crois que c'est assez important, parce que faire de l'université un commun, l'université étant une institution aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il faut la prendre, ça veut dire réinstituer l'université. Réinstituer l'université comme commun. L'université, et je pèse mes mots, n'a jamais été un véritable commun. Donc quand je dis qu'il faut faire de l'université un commun, ça veut dire que c'est un travail de réinstitution, et que ce travail de réinstitution, c'est en tout cas la position que je défendrai, est absolument indissociable d'une réinstitution de la société dans son ensemble. Parce que ce qui est en cause, c'est finalement la relation de l'université à la société. Et à travers tous les débats qu'on peut avoir souvent sur la question justement du statut de l'université, c'est ça qui est en cause. Et je voudrais m'attacher justement dans un premier temps à cerner deux moments assez marquants, deux tournants dans l'histoire de l'université. Je serai relativement bref. Le premier, ce n'est pas véritablement un tournant, c'est la création ou la fondation de l'université, notamment en France et à Paris, au début du XIIIe siècle, puisque ça se passe exactement à ce moment-là. Et puis le deuxième, c'est le tournant dont a parlé Christian, qu'il a évoqué, qu'on évoque souvent, qui se trouve d'ailleurs en filigrane derrière la charte de 1967 de l'université québécoise, puisqu'il est question justement de deux missions fondamentales qui sont enseigner et chercher, et que la définition de ces deux missions fondamentales renvoie à un tournant qui est celui de 1809-1810, le tournant de l'université Humboldtienne. On dit ça parce que tout simplement, le concepteur en a été Wilhelm von Humboldt, qui a marqué très profondément la réflexion sur l'université européenne, au point d'ailleurs, c'est une revanche qui est de bonne guerre, qu'au moment même où les armées napoléoniennes occupaient les États de langue allemande, un certain Wilhelm von Humboldt était amené à définir justement l'université telle que les Français allaient en rêver et ensuite tâcher de la mettre en place pour rattraper leur retard par rapport aux États de langue allemande. Voilà, donc deux moments qui sont particulièrement importants. Le premier, je serai très bref, parce que généralement, on a tendance à ne pas s'en souvenir, mais universitas, c'est un mot latin qui signifie corporation. Ce qui veut dire, donc quand on parle par exemple encore de modèle corporatiste, il faut comprendre qu'on se réfère là à l'origine, à l'étymologie du terme, une corporation. Mais au XIIIe siècle, une corporation, ça n'est pas du tout une exception.
L'université n'est pas la seule corporation. L'université est une corporation parmi d'autres, comme il existe une corporation des boulangers ou une corporation des forgerons ou une corporation d'autres métiers. En général, une corporation, c'est l'organisation interne d'un métier qui tâche de défendre ses intérêts collectivement et de faire valoir un privilège. Donc ça suppose une conscience, une certaine conscience justement de la situation qui est partagée par tous les membres de la corporation ou du métier. La définition médiévale de la corporation, c'est que c'est une pluralité de personnes réunies en un seul corps. C'est un rassemblement ou une conjonction de personnes réunies en un seul corps. Corporation, dans corporation, il y a corps. Et c'est précisément ceci qui doit être entendu lorsqu'on évoque la naissance de l'université. Alors pourquoi finalement cette pluralité de personnes réunies en un seul corps en est venue à s'identifier avec l'institution qu'on appelle l'université? Ça, c'est une longue histoire sur laquelle je ne reviendrai pas, mais il me paraît très important d'insister sur un point fondamental. C'est que si l'Universitas, qui est une corporation parmi d'autres, devient la corporation par excellence, c'est parce qu'elle a su, dès le XIIIe siècle, conquérir une autonomie à l'égard de tous les pouvoirs. Je dis bien une autonomie à l'égard de tous les pouvoirs. Je n'ai pas parlé simplement d'une autonomie à l'égard de l'Église, et même dans un premier temps, la corporation universitaire est intégrée à l'intérieur de l'Église avec une certaine autonomie juridique, mais elle est intégrée à l'intérieur de l'Église. Mais une autonomie qui, dans un premier temps, a été conquise contre les pouvoirs laïques, contre les pouvoirs réguliers, qui étaient ceux de certaines instances. Ça peut être le pouvoir communal, ça peut être le pouvoir seigneurial, ça peut être bien sûr le pouvoir impérial, ça peut être encore d'autres pouvoirs, mais ça c'est fondamental. L'université naît avec la revendication d'un certain nombre de droits, notamment bien sûr le monopole de la collation des grades, mais elle naît avec l'exercice de ce qui va devenir ensuite un droit, qui est le droit de sécession et de grève. Et c'est en faisant grève que l'université conquiert le droit de grève. Ce sont des choses qu'il faut rappeler, parce que ce sont des choses qui sont assez oubliées. Et dans cette mesure-là, il n'est pas tout à fait inutile, je crois, de le rappeler, et de le rappeler avec beaucoup de force, parce qu'à l'époque, l'université n'avait pas de patrimoine. Il n'y avait pas d'établissement, il n'y avait pas de locaux. On ne parlait pas des locaux administratifs, on ne parlait pas du tout des locaux d'enseignement. On parlait d'université comme d'un rassemblement juridique, c'est ça une corporation. Et de rien d'autre. Ce qui faisait que quand on faisait grève, par exemple, ça pouvait prendre la forme, ça a été le cas en 1229, d'une sécession pure et simple, et les gens qui faisaient partie de l'université de la corporation des maîtres, essentiellement à Paris, sont partis à Orléans pendant 2 ans, de telle manière qu'il n'y a plus eu de cours. Mais ils ont pu le faire précisément en raison de la pauvreté qui caractérisait l'institution de l'université à ses débuts. Ce sont des choses qui sont assez importantes à rappeler. Mais ceci n'a pas duré, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a des gens qui idéalisent la corporation de l'université au Moyen-Âge, mais finalement, ça commence en 1229 et ça s'arrête assez rapidement en 1450, au milieu du XVe siècle. Et à ce moment-là, les universités perdent leur autonomie juridique en grande partie, elles perdent une grande partie de leur autonomie économique parce que les institutions qui sont liées à la croissance de la monarchie absolue et du pouvoir princier prennent le dessus, et à ce moment-là, par des subventions publiques, il faut le dire, par des subventions publiques, on obtient une certaine forme de subordination de l'université, et cette subordination se paye d'un prix très fort. Donc finalement, c'est quelque chose de précaire. Une institution, c'est quelque chose de très précaire. Ce n'est pas du tout quelque chose dont on peut dire que ça subsiste indépendamment dans une espèce d'identité à soi qui serait complètement mystique, indépendamment des transformations du reste de la société. Ce n'est pas ça. L'université médiévale n'a dû son existence comme corporation qu'au fait que la société médiévale était une société de corporation. Voilà. Donc c'est une corporation parmi d'autres avec un statut tout à fait privilégié dû au fait qu'elle a su conquérir son autonomie par différents moyens. Ça, c'est le premier moment, le moment de la fondation. Le deuxième moment, en allant très rapidement, c'est le moment qui est celui justement de la naissance de l'université en Allemagne, à Berlin. C'est le fameux texte Humboldt, donc, qui date de 1809, qui est un texte sur l'organisation des établissements scientifiques supérieurs à Berlin. Et c'est ce texte-là qui jette les pierres d'attente, les pierres angulaires de la fondation de l'université moderne. Or, c'est quelque chose d'assez peu compris, parce que justement, dans cette fondation, il y a une rupture avec la tradition. La tradition, puisque vous avez quand même un fossé assez important entre la fin de l'université médiévale, enfin la fin de l'université comme corporation autonome au milieu du XVe siècle, et d'autre part la naissance de cette université en 1809-1810, finalement ce qui caractérisait l'entre-deux de l'histoire de l'université, c'était une division.
une division entre deux institutions. D'un côté, les académies, et de l'autre côté, les universités. Et les académies se trouvaient spécialisées, si je puis dire, dans la production des connaissances et du savoir. L'université, elle, se trouvait spécialisée dans la seule diffusion des savoirs et des connaissances. Et Humboldt, c'est quelqu'un qui s'insurge contre cette division, en choisissant l'université contre l'académie, en disant l'université n'est pas absolument pas, comment dirais-je, non seulement souhaitable, mais tolérable, que l'université soit restreinte à une chambre, finalement, de diffusion des connaissances constituées ailleurs. Il faut que l'université soit à la fois un lieu de transmission des savoirs et un lieu de production des savoirs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à assigner à l'université, justement, cette double mission qui fait finalement qu'on parle aujourd'hui encore d'enseignants-chercheurs. On parle d'enseignants-chercheurs parce que précisément, au début du XIXe siècle, un organisateur qui a pensé en termes d'institution s'est dit il faut que les deux missions ou les deux vocations soient absolument réunies dans la personne de l'enseignant qui est en même temps un chercheur. Et cela, c'est une rupture. C'est une rupture, c'est pas seulement une rupture par rapport à la corporation du Moyen-Âge, c'est une rupture assez fondamentale dans notre histoire dont il faut se souvenir parce que précisément, c'est à partir de là qu'on peut comprendre un certain nombre de choses et notamment des points de résistance. Dans un documentaire qui sera diffusé sur Arte le 16 mai prochain, il y a beaucoup de choses qui sont dites justement à propos notamment de l'attitude des universités allemandes à l'égard de la réforme capitaliste de l'université dont a parlé Christian, et notamment sur la question de la réforme de l'entrée dans les universités à travers la réforme des droits d'inscription. Et les gens, les tenants de l'université Humboldt-Berlin, en s'appuyant sur la tradition qui a été initiée par Humboldt, refusent. Ils ont eu la possibilité, ils ont eu l'autorisation, au début des années 2000, d'augmenter les droits d'inscription jusqu'à peu près 1 000 € par étudiant et par année. Et au lieu de mettre ça en place de façon cumulative, au bout de quelques temps, ils se sont arrêtés et ils ont décidé, purement et simplement, de ne pas du tout mettre en œuvre cette réforme des droits d'inscription. Ils ont refusé, y compris, de participer au classement de Shanghai. Ils ont refusé de fournir des informations et des données pour être intégrés dans le classement de Shanghai. Et il y a là une attitude qui se fonde précisément sur l'acte de fondation de 1809-1810. Alors, ce n'est pas inintéressant que précisément la charte de 67 au Québec fasse référence à cette double mission, parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre comment les choses se sont passées. Alors évidemment, ce que dit Christian montre que ce modèle humboldtien est mis en cause. Il est mis en cause par les transformations néolibérales de l'université, mais il importe de savoir exactement ce que l'on veut pour l'université. Parce qu'encore une fois, notre propos, à Christian et à moi, n'est pas du tout de développer une nostalgie à l'égard de ce qu'a été l'université à ses débuts. Et pas non plus une nostalgie à l'égard de ce que l'université a pu être avant sa transformation néolibérale. Quand on parle de commun, on parle de quelque chose d'extrêmement précis. On fait exprès justement de ne pas parler de bien commun. Alors bien commun, dans le rapport Parent de 63, on trouve par exemple l'expression de bien commun. On trouve les exigences du bien commun. Mais Parent, chacun sait quelle est sa formation spirituelle. Elle est religieuse en l'occurrence. Et il faut quand même bien marquer que la notion de bien commun, à partir de Thomas d'Aquin, elle est d'origine aristotélicienne, elle signifie quelque chose de très précis, mais elle a été récupérée parce que c'est une notion centrale dans le thomisme, où le bien commun, d'ailleurs par excellence, c'est Dieu, et puis ensuite vous avez le bien commun moral, le bien commun politique, etc. Donc vous avez là une notion, qui est une notion recyclée par le thomisme, qui a servi encore en 63, qui a servi d'ailleurs après, mais ce qui nous semble problématique, c'est la notion de bien. Parce que justement, bien, ça peut être compris de différentes manières. Et l'économie elle-même, vous le savez, parle de bien. Et on peut parler de biens privés, ou de biens publics, ou de biens communs, ou de biens de clubs, comme le fait une certaine tradition de l'économie politique, celle de Ostrom. Mais aussi intéressante que soit cette problématique, elle n'en reste pas moins limitée, parce que la démarche est essentiellement une démarche de classification des biens, des types de biens, en fonction de leur mode de consommation, en fonction du rapport entre l'offre et la demande, en fonction finalement de la question de savoir si elles satisfont à certains critères comme l'exclusivité ou la rivalité. Et puis on va se mettre justement à les classifier. Et il nous semble qu'il y a là une confusion. Vous voyez qu'entre le premier sens, le bien commun au sens thomiste, et puis le bien commun au sens de l'économie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas seulement dissonance, mais il y a un abîme. Il y a un abîme. Les biens au sens économique, ça signifie des biens qui sont naturellement échangeables et qui peuvent être aliénés, dont on peut prendre possession, etc.
le bien spirituel ou moral, ça n'est pas le cas. Le bien dont parlait Aristote quand il disait le bien commun, c'est le juste, c'est-à-dire la règle qui sert d'unité à une communauté politique, c'est encore autre chose. Alors vous voyez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais même ajouter, puisque c'est très en vogue en ce moment depuis au moins 4 ou 5 années en Italie, qu'on parle de bien commun, que des juristes parlent de bien commun, et ils parlent à ce moment-là par exemple de l'eau ou de la connaissance comme d'un bien commun, mais ils en parlent en termes tout à fait spécifiques, et lorsqu'ils parlent de bien commun, ils veulent dire par là que ce sont des biens qui sont indispensables à la réalisation des droits de la personne humaine. Voilà. Des choses fonctionnellement utiles à l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est la définition qui a été donnée par une commission législative en 2008, la commission Rodota. Alors vous voyez, le terme de bien est très équivoque. Il peut être pris dans des sens, mais vraiment très différents. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons, mais c'est la raison pour laquelle nous parlons de commun. Nous ne parlons pas de bien commun. Et je dirais que si tout commun est un bien, au sens éthique et politique, tout bien, aucun bien même, n'est par nature commun. Il y a donc une différence, et quand on parle de commun, on isole précisément ce qui tient lieu généralement d'adjectif, on en fait un substantif, et on considère que ce qui doit être valorisé, c'est le commun, ou plutôt les communs. Et donc faire de l'université un commun, ça suppose de réfléchir sur ce qui constitue un commun. Et on dit très brièvement, un commun, c'est un espace institutionnel dans lequel il y a une coproduction collective de règles qui concernent l'usage que l'on fait de telle ou telle chose. Ça peut être l'eau, ça peut être les connaissances, ça peut être encore tout à fait autre chose. Et aujourd'hui, il y a des communs qui sont extrêmement divers de par leur forme et de par leur finalité dans le monde. Il y a des communs urbains, il y a des communs qui s'attachent à des édifices, à la reconversion d'un certain nombre d'édifices par le biais d'occupation. Il y a des communs qui sont donc des communs de connaissances, il y a des communs de connaissances dont tout le monde parle généralement, mais à l'intérieur de ces communs de connaissances, il m'apparaît indispensable de réfléchir à la spécificité, à la singularité de ce qui constitue un commun singulier justement à l'intérieur des communs de connaissances, à savoir le commun de l'université, ou plutôt les communs de l'université, parce que ces communs de l'université sont des communs intellectuels, ou, si vous voulez, c'est peut-être mieux parce qu'il y a peut-être une équivoque sur l'adjectif intellectuel, des communs de recherche. Je définirais justement l'université comme devant se constituer en commun de recherche. Alors qu'est-ce que c'est qu'un commun de recherche? On pourrait multiplier les réflexions d'ordre théorique, mais il m'apparaît intéressant de donner un exemple qui est issu justement de la pratique de jeunes chercheurs qui sont à l'université de Nanterre, qui participent donc au laboratoire Sophiapol. Et c'est une illustration qui me semble être assez saisissante du propos qui est le nôtre sur cette transformation nécessaire ou cette réinstitution de l'université comme commun. Vous avez un laboratoire donc, qui est le laboratoire Sophiapol, dont Marianne a parlé dans sa présentation, qui est un laboratoire interdisciplinaire. À l'intérieur de ce laboratoire, vous avez donc des chercheurs, beaucoup de jeunes chercheurs d'ailleurs, et ce sont des chercheurs qui ont été bien sûr saisis par un mouvement dont vous avez tous entendu parler, qui est le mouvement de Nuit debout, avec l'occupation des places et en particulier l'occupation de la place de la République. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ces jeunes chercheurs ont été non seulement saisis par ce mouvement, mais ont participé à ce mouvement de l'intérieur, tout en restant des chercheurs, membres du laboratoire Sophiapol. Et ils se sont rendus sur place. Eux, ils n'avaient pas de mal d'ailleurs à se rendre sur place, puisqu'ils étaient sur place en tant qu'ils étaient des participants à ce mouvement. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ils ont fait en sorte de pratiquer ce qui nous paraît être très illustratif de la logique d'un commun de recherche. Ils ont fait en sorte, non pas de soumettre les participants de Nuit debout à un questionnaire tout fait et fabriqué par avance. Un peu, vous savez, sur le modèle, bon, je m'excuse pour les sociologues, mais sur le modèle d'une certaine sociologie classique qui consiste à objectiver les acteurs sans leur prendre la peine d'interroger le rapport des acteurs à leur propre action. Alors on fait un questionnaire, on leur demande à quel genre vous appartenez, quel est votre sexe par conséquent, et puis finalement quel est votre âge, etc., etc. Et puis on a droit à une certaine forme d'hostilité ou à une réaction qui est une réaction de résistance de la part des intéressés qui, en tant qu'acteurs, trouvent assez curieux et étrange qu'on ne les consulte pas sur le mode de fabrication du questionnaire et qui, par conséquent, ont tendance justement à rejeter cette démarche. Et puis il y a la démarche qui a été adoptée par ces jeunes chercheurs du Sophiapol, qui a consisté à faire des entretiens, des journaux de bord, avec les acteurs, de telle manière que ce qui se dessine à travers cet exemple-là,
C'est un commun de recherche qui fait participer les acteurs des mouvements sociaux à la coproduction des savoirs et des connaissances. Et c'est très important, parce que ça signifie que ce qui est en cause, c'est justement le pari que l'on fait sur la réflexivité des acteurs. Ce n'est pas simplement dans la démarche qui est celle de la sociologie weberienne, on prend en compte la signification que peut avoir pour un acteur sa propre action. Ça, c'est très important, bien sûr, parce que ça permet d'éviter l'objectivation qui ravale ou qui réduit l'acteur à un fait muet que l'on va mettre en corrélation avec d'autres données statistiques. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas simplement la signification que l'acteur accorde à sa propre action, c'est la façon dont il réfléchit lui-même à sa propre action et dont, en réfléchissant à sa propre action, il est amené à la réinventer. Voilà. Et ce qui est assez curieux dans cet exemple, et finalement ce n'est pas si étrange que cela, c'est que justement les acteurs se sont saisis de ce qui a été fait par les jeunes chercheurs et à partir de là sont amenés à construire, ont été amenés à construire ou à inventer leurs propres pratiques de l'intérieur même du mouvement Nuit debout. Et en même temps, ce sont des chercheurs qui participaient à différentes commissions, qui participaient aux commissions de Nuit debout, à la commission internationale, qui participaient à la commission européenne, qui participaient à la commission d'organisation. Et ce sont des chercheurs qui n'hésitaient pas, par ailleurs, dans le cadre du Sofiapol, à se réunir entre eux en tant que chercheurs pour réfléchir à leur propre travail auprès des acteurs du mouvement social. Et cette idée, finalement, qu'il y a deux sortes d'objectivation, me paraît devoir être creusée, parce qu'elle me semble absolument nécessaire à la transformation positive, cette fois-ci, de l'université en commun. Cette idée qu'il y a finalement une objectivation qui ne prend pas en compte du tout le rapport de l'acteur à lui-même, et il y a une objectivation qui est une coproduction entre les acteurs et les chercheurs. Alors ça vaut d'autant plus quand les chercheurs sont des acteurs, ce qui était le cas dans l'exemple que je vous donne. Les jeunes chercheurs du laboratoire Sofiapol étaient des acteurs du mouvement Nuit debout, ce qui a certainement facilité la façon dont ils ont été amenés à aborder les autres acteurs. Donc il ne faut pas dire les chercheurs et les acteurs, mais les chercheurs qui étaient des acteurs en relation avec les autres acteurs du mouvement Nuit debout. Voilà, ça c'est un exemple qui me paraît très important, parce qu'on a affaire là à quelque chose qui est de l'ordre d'une transformation assez radicale. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de nostalgie à avoir à l'égard justement de la corporation médiévale. Il n'y a pas de nostalgie à avoir à l'égard de ce qu'était l'université humboldtienne, même si ça peut fournir des points d'appui à la résistance contre la transformation néolibérale de l'université aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la restaurer, il ne s'agit pas de restaurer non plus la corporation médiévale, il ne s'agit même pas de restaurer le modèle de la science pilotée par l'État pour des choix stratégiques, parce que ça signifie encore une forme de subordination, et que ce qui définit les communs de recherche, au moins négativement dans un premier temps, c'est l'autonomie à l'égard de tous les pouvoirs. L'autonomie à l'égard de tous les pouvoirs, y compris le pouvoir d'État. Il n'y a pas de commun de recherche sans cette autonomie ou cette indépendance à l'égard de tous les pouvoirs. Pouvoir du marché, mais également pouvoir de l'État. C'est une indépendance sur laquelle il ne faut absolument rien céder. Donc, si on l'a perdue dans une certaine mesure, il faut la reconquérir. La question est de savoir comment la reconquérir. Et précisément, ce que nous disons, c'est que le seul moyen de la reconquérir, c'est de la reconquérir. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait reconquérir quelque chose de manière défensive, mais c'est de la reconquérir de façon très offensive. C'est-à-dire, justement, en faisant en sorte que la transformation elle-même soit clairement annoncée. Et cette transformation, c'est celle qui consiste justement dans ce travail de coproduction. Coproduction des sciences et des connaissances, en liaison avec les acteurs sociaux, en liaison avec les acteurs des mouvements sociaux. Cette coproduction-là, ça n'est pas du tout la réinstauration de la vieille corporation. Ça n'est pas du tout non plus la restauration de l'université humboldtienne et du modèle qu'elle a représenté en Europe et dans le monde à une certaine époque. Ça n'est pas du tout le retour au programme, par exemple, qui était celui du CNRS et du CNL, du Comité de libération nationale en France en 1945. C'est l'invention d'autre chose. Il faut justement, en réinstituant, inventer autre chose. Inventer un autre type d'université et ne pas se contenter de regarder en arrière. Mais il faut comprendre que l'université n'a cessé de se transformer. Donc la question n'est pas qu'est-ce que l'université en soi, c'est quelle est la transformation souhaitable de l'université, ce qui est tout à fait autre chose. Et à cet égard, je crois qu'il faut comprendre qu'entre la réinstitution de l'université et la réinstitution de la société, il y a un lien qui est très fort.
Il n'est pas possible d'envisager la réinstitution de l'université sans envisager la réinstitution de la société. Pour une simple et bonne raison. Alors, ce terme de réinstitution, je l'emprunte à un philosophe que nous aimons beaucoup, Christian et moi, qui est Cornelius Castoriadis. Et Cornelius Castoriadis est un penseur de l'institution. Pas de l'institution au sens d'un appareil coercitif de pouvoir auquel les différents membres seraient soumis de façon passive, mais tout à fait autre chose. Une institution au sens de l'activité instituante, c'est-à-dire de l'activité de produire collectivement un certain nombre de règles. Des règles qui ne sont pas des règles de la propriété, mais qui sont des règles de l'usage, des règles de la production des connaissances et des règles de l'usage des connaissances. Et par conséquent, qui maintient effectivement l'universalité d'accès aux connaissances, c'est-à-dire la promesse qui était contenue dans la notion de service public. Mais dans la mesure où le service public a été purement et simplement réduit à quelque chose qui est de l'ordre de l'étatique, dans la mesure où le public est réduit à de l'étatique, on a souvent oublié ça, que cette vocation ou cette promesse du service public ne pouvait justement être accomplie que dans la mesure où l'université elle-même était pleinement indépendante, y compris à l'égard de l'État. Et c'est cette notion de réinstitution qui me paraît très importante. Il y a à cet égard, puisque je faisais référence à Castoriadis, un texte qui s'appelle « Psychanalyse et politique », qui date de 1987, dans lequel Castoriadis réfléchit à la notion de démocratie, et il dit ceci, c'est une citation de cet article-là, « La démocratie, au sens plein, peut être définie comme le régime de la réflexivité collective. » Le régime de la réflexivité collective. Et il dit, il ajoute immédiatement après, « Tout le reste découle de cette définition. » Je dis bien, tout le reste découle de cette définition. La réflexivité, donc la capacité à faire retour sur ce que l'on est en train de faire ou sur ce que l'on est en train de produire, il considère que c'est l'essence même de la démocratie, dans la mesure où la démocratie signifie une activité de délibération et de réflexion collective de toute la société, une activité de réflexion de la société sur elle-même, une activité d'auto-réflexion de la société. Eh bien, faire de l'université un commun, ça signifie précisément faire de l'université le lieu de l'auto-réflexion de la société. Merci. Alors, merci Christian et Pierre. Je propose de prendre en rafale 4-5 interventions à la fois et de faire retour auprès des conférenciers. Donc, je vais prendre les tours de parole. Merci beaucoup d'avoir tous les deux. Je me suis senti tout le long de vos exposés, à tous les deux, en profonde parenté intellectuelle, mais je ne suis pas d'accord avec votre conclusion, M. Lordeau. Je voudrais soumettre très amicalement un désaccord et une proposition. Que l'université se branche directement sur la société en étant au service de l'économie du savoir, ou que l'université se branche directement sur la société en étant au service des intentions des acteurs sociaux, elle perd sa fonction critique, qui est d'être le lieu de totalisation du savoir, parce qu'elle se branche immédiatement sur la société. Qu'elle soit au service de ce qui est considéré comme le bien commun par la gauche, ou qu'elle soit au service des valeurs marchandes, à mon avis, ça revient au même. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas l'esprit critique, c'est pas qui détermine le rôle critique de l'université, c'est que c'est le lieu de totalisation du savoir dans la société. Un lieu séparé, un lieu qui, c'est très arendtien, ce que je soutiens ici, très frétagien aussi, je crois, c'est le lieu où le lieu de totalisation du savoir est séparé de la société. Donc, alors que je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, M. Laval, sur l'orientation, disons, capitaliste de l'université. Je pense qu'il faut étendre cette critique-là jusqu'au branchement cool de l'université dans la société. Et puis, j'ajoute une remarque qui est plutôt une proposition.
je reconnais la pertinence de l'histoire de l'université que vous avez retracée rapidement, mais très, très justement. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut séparer, à cause du rôle que la connaissance joue dans l'économie du savoir, il faut séparer l'université de l'enseignement de l'université de la recherche. C'est comme ça que je verrais la réinstitution de l'université. D'autres interventions? Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Il faut séparer l'université, l'enseignement et la recherche. L'enseignement et la recherche, c'est ça? Il faut la séparer, je sais pas quoi. Séparer l'enseignement de la recherche. Ah bon? Ah d'accord. Comme une totalisation du savoir de l'université, de la production des innovations. Alors, on a quelqu'un qui a le micro qui parle. Oui, bonsoir. Donc, merci à vous deux pour cette conversation. Ma première question, c'est... Pardon, me présenter? Je m'appelle Karim, je travaille dans la recherche en médecine de première ligne. Voilà. Et des sensibilités de gauche. Donc, ma première question, c'est... j'aimerais vous poser si vous pourriez détailler certains, pas tous bien évidemment, des mécanismes qui permettent un tel enracinement exponentiel et répansion du néolibéralisme, que ce soit dans le discours public ou dans les consciences des personnes. C'est la première question. Et la deuxième serait, quelles sont certaines des caractéristiques, quelle est de la nature du néolibéralisme qui fait qu'il a un tel succès en rapport avec l'état du système dans lequel il intervient? Voilà. La deuxième, c'est la raison du succès du néolibéralisme. Désolé, j'avais la question avant et je vais devoir être en désaccord. C'est-à-dire que moi, au contraire, je suis très stimulé et pour une raison qui va directement en opposition, c'est-à-dire que pour moi, un savoir critique dans la tradition de l'école de Francfort, c'est un savoir qui est imbriqué dans la société. Et cette société-là, justement, qui est capable de se penser, de se réfléchir dans une totalité, mais une totalité en interaction. Autre élément sur lequel je voudrais qu'on vienne, je suis très stimulé par ce qui est proposé, notamment parce que j'essaie d'appliquer la pédagogie du maître ignorant et donc de co-construire avec les étudiants et également avec les acteurs ce savoir-là. C'est un genre de projet. En plus, on est à la FNEC et d'autres, un ensemble d'acteurs de l'éducation supérieure au Québec. On est en train de faire les états généraux de l'enseignement supérieur. On se réunit la semaine prochaine à Québec pour parler de ça. C'est très stimulant, ce genre de réflexion-là, sauf que, d'autant plus qu'une chose, c'est lutter contre la marchandisation du savoir. Une autre, c'est d'avoir un projet programmatique à partir duquel bâtir ensemble. Ceci dit, j'ai peur que ce type de projet soit désincarné d'acteurs concrets. Et donc, dans une perspective de théorie critique, il ne suffit pas d'avoir une théorie, il faut encore que cette théorie ait des acteurs sociaux qui vont le prendre à bras-le-corps, mais à partir desquels on déduit d'une certaine praxis la théorie qui est en train de s'appliquer. Et ça, j'ai peur que oui, dans les syndicats et dans une série de pratiques, on le voit, mais c'est pas évident tout de suite que ce type de praxis puisse être déduit c'est-à-dire cette théorie puisse être déduite d'une praxis qu'on concentrait de manière en tout cas suffisamment hégémonique aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous inspire au-delà de cet exemple-là de Nuit debout. Est-ce que vous voulez parler pour monsieur là? Oui. Puis après ça, on vous passera la parole. Alors, mon nom est Jacques Pelletier. Effectivement, j'ai trouvé l'exemple donné par Pierre Dardeau extrêmement intéressant, sauf que c'est un exemple. Alors, je me demande comment on passe d'un exemple comme celui-là, éventuellement une transformation globale d'université qui, à la limite, telle qu'elle est actuellement, d'ailleurs, autorise que l'expérience en question fonctionne. Alors, bon, alors, autrement dit, comment on passe sur un plan plus large et je dirais, on change l'université elle-même, si on veut, à partir éventuellement de ces principes-là. Mais comment on fait? C'est ça ma question.
Bien, un peu comme les autres intervenants, j'ai suivi avec beaucoup de plaisir tout le développement que vous avez fait, mais la conclusion aussi m'apparaît problématique pour plusieurs éléments. D'une part, quand on va en interaction avec des groupes et les échanges culturels intergroupes, c'est extrêmement intéressant. On n'y va pas avec le même statut. On est des profs d'université, on a travaillé pendant des années à produire des discours, à être capable de diffuser des écrits. Et monsieur, madame, tout le monde n'ont pas ces capacités-là. L'autre élément, c'est que est-ce qu'on peut dépasser ce rapport inégalitaire? Et là, moi, il me semble qu'il faudrait peut-être penser plutôt en termes d'écologie de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des formes de connaissance. La connaissance de sens commun, d'expérience, la sociologie, la science, c'est des formes différentes. Et là, ça redéfinit, il me semble, les choses. Parce que je suis tout à fait sensible au fait qu'il faut penser la relation et faire une politique de la connaissance qui fasse le lien entre l'université et la société. Une dernière intervention après, avant la... J'interviendrai sur le succès du néolibéralisme. Merci. Oui, Yves Lenoir, Université de Sherbrooke. Ma question s'adresse à M. Laval. Vous avez mentionné au début de votre intervention que la logique néolibérale était particulièrement, sinon davantage présente au niveau universitaire. Est-ce qu'elle est davantage présente ou bien est-ce qu'elle n'est pas plus visible? Est-ce que la sensibilité n'est pas plus grande précisément de la part des chercheurs? Moi, mes travaux qui portent sur l'enseignement primaire mettent en évidence une présence massive de la logique néolibérale au niveau primaire, et évidemment au niveau secondaire. Elle est massive tant sur le plan curriculaire, elle est massive au niveau du discours de légitimation du gouvernement en place, du gouvernement libéral actuel. Elle est massive au niveau des aspects liés à l'approche par compétences, à l'approche programme. Elle est massive également dans les attentes des parents. Elle est massive aussi, entre autres, sur le plan de la réflexivité dont il a été question. Et quand on parle de réflexivité, curieusement, quand on analyse les travaux qui sont publiés sur cette question de la pensée critique ou de la pensée réflexive, ce que l'on constate, c'est que la pensée réflexive est entendue essentiellement comme une pensée subjective, interne, et qui est un questionnement sur soi, mais qui ne met pas absolument en question le rapport au social. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'elle peut être d'ordre épistémologique dans le champ des didactiques. Mais penser une pensée critique, une pensée réflexive d'ordre social, moi, je ne la vois pas, sauf quelques exceptions dans les publications dans le champ de l'éducation. Merci. Alors, une dernière intervention ici. Oui, je suis Visionnaire Deméo, je viens d'Haïti. Et ma question concerne les deux régimes que vous venez de présenter, régime privé de la connaissance et régime public de la connaissance. Et considérant les pays du Sud, dont les problèmes majeurs que confrontent ces pays-là, notamment mon pays et les autres pays d'Afrique, est-ce qu'on ne devrait pas penser à un troisième régime qui viserait le service public? C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, OK, et le régime public, ça tient, bien commun, bien public, et régime privé qui vise la création d'une valeur ajoutée et aussi l'économie de savoir, l'économie de la connaissance, et en retour, on réinvestit quelque chose dans le service public, pas seulement au niveau national, puisque l'université a un caractère universel, mondial, planétaire, global. Eh bien, le service public concernerait aussi le monde en général. Donc, c'est ça mon idée.
Merci. Alors, on va donner la parole à nos conférenciers. Oui, oui, oui. Je repars. Merci beaucoup, bonjour. J'insistais un petit peu pour prendre la parole parce que c'est souvent les hommes et les maîtres qui ont la parole, donc je ne suis ni l'un ni l'autre. Oui, je vois des gens qui lèvent les yeux au ciel. Je suis très intéressée par l'intervention. Je me posais aussi une question, le risque de centraliser le savoir dans l'université peut-il écarter d'autres formes de savoir, mettons, je pense que c'est important d'encourager la création du savoir par les acteurs sociaux eux-mêmes, au travers par exemple d'organismes communautaires, mais est-ce que souvent ces savoirs sont portés par des luttes ou des revendications? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'institutionnaliser, en institutionnalisant le savoir, de la perte, qu'il y ait une perte de cette valeur de revendication ou de cet ancrage social? Voilà. Merci beaucoup. Oui, quelques réflexions autour du néolibéralisme. La caractérisation du néolibéralisme, ce n'est pas d'être seulement une politique économique, ni même une doctrine à laquelle il faudrait adhérer. Beaucoup de collègues universitaires, beaucoup d'étudiants ne sont pas des adeptes du néolibéralisme. Ce n'est pas par là, par un pouvoir de séduction de la doctrine, qu'elle peut s'implanter. C'est par la mise en place de situations qui obligent les acteurs à fonctionner dans un cadre, par le biais des financements, par la logique qualité, par l'évaluation généralisée. Je veux dire, à partir du moment où on commence à vouloir mesurer la rentabilité du travail du chercheur au nombre de ses publications, des démarches d'indexation, des revues, de ranking, etc., on met déjà le pied, et plus que le pied, on est déjà dans la logique de concurrence, dans la logique de quantification ou de quantophrénie généralisée dont nous sommes les premières victimes. Mais nous sommes aussi les premiers acteurs. Une grande part du travail des universitaires consiste à évaluer les autres et à être évalués par les autres. Nous sommes dans un monde hyper bureaucratique parce que le néolibéralisme dont je vous parle n'est pas du tout en dehors du schéma bureaucratique. Au contraire, c'est une façon d'accentuer, d'intensifier les rapports de domination bureaucratique sur les individus. J'ajouterais que cette logique néolibérale, elle s'ancre dans des subjectivités universitaires ou académiques d'une manière assez particulière. L'organisation universitaire, je dirais, elle a pour ressort logique subjective le plus de connaissances. L'ensemble du champ de la connaissance est animé par ce plus de connaissances, ce désir de plus de connaissances. La logique du capital, vous ne l'ignorez pas, est animée par un autre ressort, un autre moteur, le plus de valeur. Et si vous faites rencontrer ce ressort subjectif du plus de connaissances avec cette logique capitaliste du plus de valeur, vous créez des rapports d'homologie qui peuvent s'imbriquer, s'hybrider et donner naissance à des êtres un peu spéciaux, des managers de la connaissance, des entrepreneurs de la recherche, qui progressivement vont confondre les deux, l'éthos et le ressort du plus de connaissances, avec la logique capitaliste du plus de valeur. Et s'il y a séduction, elle tient précisément à ce nouage qui s'opère chez un certain nombre
de sujets académiques qui vont continuer à croire qu'ils relèvent, que leur activité relève encore de l'université, alors qu'elle est déjà ailleurs. Et je pense que si on lit ça avec l'ensemble des pressions qui obligent les universités à trouver des moyens de financement en dehors de la sphère publique, donc qui contraignent les laboratoires à s'adresser aux entreprises, à allier leurs intérêts aux intérêts des entreprises, etc., vous avez progressivement la mise en place de cette privatisation. Mais encore une fois, il y faut absolument le levier gouvernemental, si je puis dire. J'entends par là l'action délibérée du gouvernement pour créer ces situations-là, ne serait-ce que par la pénurie matérielle, et également par gouvernemental, j'entends ce que Foucault appelait la gouvernementalité, la gouvernementalisation, si je puis dire, des individus, c'est-à-dire la façon dont on va les conduire en mettant en place un milieu particulier fait de contraintes et d'obligations qui les amèneront, qu'ils le veuillent ou non, à se conduire selon justement la direction souhaitée. C'est une manière de discipliner les individus et de leur faire intérioriser progressivement l'obligation qu'il y a à entrer dans une logique de concurrence, car en effet, si vous regardez de près, cette mise en œuvre de la concurrence, elle s'opère par des collègues, par des gens comme nous, qui sont progressivement appelés, plus ou moins, à devenir, je veux dire, les agents de ce qui les domine, à organiser leur propre assujettissement à la logique néolibérale. Ne pensez pas que le néolibéralisme, c'est quelque chose qui s'impose simplement de l'extérieur. C'est aussi une dynamique intérieure. Ça, je pense que c'est un point important. Pour M. Lenoir, qui m'interroge sur la question des différents niveaux où s'applique le néolibéralisme, où se met en œuvre le néolibéralisme, vous avez sans doute tout à fait raison. Je voulais dire que la manière dont l'économie de la connaissance s'incarne, se met en place, est quand même plus visible dans l'université, du fait même de l'articulation des deux logiques, celle de la professionnalisation et de la logique des compétences et celle de l'innovation. Mais il est certain que de façon, comment dire, peut-être plus discrète, en tout cas plus difficile à mettre en évidence, tous les niveaux de l'enseignement sont concernés. Juste un exemple, l'Union européenne développe une politique éducative très particulière qui incite la diffusion de la culture d'entreprise dès la maternelle, dès l'âge de 3 ans. C'est-à-dire la fabrication de petits entrepreneurs dès l'âge de 3 ans. Donc on a affaire à quelque chose quand même qui effectivement est une fabrication de subjectif. Nous avons, dans notre bouquin sur le néolibéralisme, parlé justement de la fabrication du sujet néolibéral. Eh bien, tout le système scolaire aujourd'hui, du niveau le plus élémentaire au niveau le plus élevé, est aujourd'hui structuré par cette fabrication du sujet néolibéral. À toi sur le commun, oui. À toi le commun. Toujours la vieille division du travail. Non, mais moi j'ai le sale boulot, je parle du néolibéralisme, lui il parle du commun. Bon. Non, mais c'est pas toujours facile de parler du commun, justement. Oui. Bon, non, alors il y a plusieurs questions qui ont été posées, notamment une justement sur l'indépendance de l'université à l'égard de la société. Là, il y a un point de divergence qui est tout à fait clair, dans la mesure où je n'ai jamais considéré que l'université pourrait être indépendante, radicalement indépendante de la société. Pour moi, la seule question qui vaille d'être posée, c'est la question de savoir quel rapport doit-il exister entre l'université et la société. Mais un rapport qui n'est pas un rapport de séparation, parce qu'il n'y a pas de séparation. Encore une fois, au Moyen-Âge, c'était une corporation qui était autonome par rapport au pouvoir ecclésiastique et laïque, mais c'était une corporation à l'intérieur d'une société de corporation.
Ce qui veut dire que ce que j'entends par commun de la recherche ou commun intellectuel, l'université, la redéfinition ou la transformation de l'université, est indissociable d'une société qui serait gouvernée par la logique du commun. Ce qui veut dire par conséquent que des expériences, dont celles dont j'ai parlé, sont des expériences qui sont des expériences assez, comment dirais-je, encore marginales, qui sont encore assez limitées, qui ne peuvent être tentées que dans des conditions assez exceptionnelles. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec Nuit debout relève de telles situations exceptionnelles, et ce n'est pas tous les jours que ça se passe. Mais ce que je voudrais dire également, pour répondre à une question qui m'a été posée, c'est que les acteurs des mouvements sociaux ne sont pas monsieur tout le monde. Il faut à cet égard faire très attention. Les acteurs des mouvements sociaux sont des gens qui possèdent un certain type de savoir lié à l'expérience qu'ils sont amenés à faire. Or, cette expérience-là et le savoir qu'elle occasionne et auquel elle donne lieu doit être valorisé. Non pas parce que ça signifierait qu'il n'y a plus de différence entre la connaissance objective qui a été élaborée par les universitaires et les chercheurs à l'intérieur de l'université, et d'autre part les savoirs que détiennent ces acteurs, mais parce que justement les connaissances objectives élaborées par les universitaires et les chercheurs à l'université doivent prendre en compte ces savoirs qui relèvent de l'expérience. Parce que le savoir qui relève de l'expérience ne m'apparaît pas du tout comme un savoir méprisable. Il y a aujourd'hui, malheureusement, une tradition assez solidement enracinée, mais qui doit beaucoup de choses à ce que Christian justement a dit sur le néolibéralisme, qui consiste à déprécier systématiquement ce qui ne relève pas de la, comment dirais-je, de la connaissance expertocratique, si on peut appeler ça comme ça, ou du savoir de l'expert. Voilà. L'oligarchie néolibérale est une oligarchie qui favorise la gouvernance expertocratique. Mais les experts, il y en a un maintenant qui est devenu président de la République en France depuis quelques jours, enfin de quelques heures. Les experts sont justement souvent des experts. Les experts qui sont valorisés, ce sont les experts qui sont passés par le monde de la finance, la banque Rothschild par exemple. Ce sont des experts qui sont passés par un certain nombre d'institutions et qui apparaissent finalement comme étant relativement interchangeables dans l'exercice de leur expertise. Tel devient justement un jour Premier ministre ou chef de gouvernement ou président de la République qui a été avant dans une banque, parce qu'on considère que c'est une expertise qui doit être valorisée, comme l'expertise entre guillemets de Trump, si catastrophique qu'elle ait été du point de vue de ses résultats, à la tête de ces entreprises qui, paraît-il, l'autorisent justement à revendiquer une certaine forme d'exercice du pouvoir à la tête de la République des États-Unis, comme si justement il y avait un lien direct entre, à supposer que c'était le cas, ce qui n'est pas le cas, mais à supposer que c'était le cas, comme s'il y avait un lien direct entre une certaine forme d'expertise entrepreneuriale et un gouvernement politique, le fait de participer à un gouvernement à la tête d'un État. Bon, ce sont des choses avec lesquelles il faut rompre, et le seul moyen de rompre véritablement, c'est de valoriser ce qui, dans l'expérience, tient non pas du sens commun, mais de ce que j'ai appelé justement à McGill l'année dernière un sens du commun. Et le sens du commun, c'est quelque chose qui ne peut être acquis qu'à travers des expériences, et notamment à travers les expériences d'un certain nombre de mouvements. Et là, il y a une autonomie qui se conquiert et s'acquiert, et qui mérite d'être valorisée, y compris dans la contribution qu'elle peut apporter à la production des connaissances. Donc je ne mets pas tout sur le même plan, je ne gomme pas la différence qui peut exister entre celui qui a étudié très longuement pendant des années tel ou tel secteur d'activité ou tel domaine de la connaissance scientifique, et d'autre part l'acteur, mais je considère que l'acteur d'un mouvement social, encore une fois, n'est pas un quidam qui mériterait d'être considéré comme étant finalement un inférieur, parce qu'il ne posséderait pas, il n'aurait pas fait le cursus universitaire qui lui permettrait de posséder des connaissances scientifiques que seuls ceux qui ont fait ce cursus pourraient posséder. Voilà. Donc je le dis de façon très nette. Pour moi, je reviens à la première question, il y a une indépendance à l'égard des pouvoirs, mais pas d'indépendance à l'égard de la société. Et je ne confonds pas l'ouverture à la société à l'ouverture au marché, pour le dire de façon très nette. Ou plutôt, parce qu'il faut s'exprimer en bon français, je ne confonds pas le fait d'être ouvert au marché et le fait d'être ouvert sur la société. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes dans mon esprit, et autant, justement, l'indépendance à l'égard de tout pouvoir est une chose absolument essentielle, autant l'indépendance à l'égard de la société me paraît assez largement illusoire. Encore une fois, toute la question est de savoir ce que l'on veut faire de la société. C'est-à-dire, mais je vais vous répondre de façon très, très directe, quand on parle de réinstitution de l'université, et quand on dit ce que j'ai dit, je crois, tout à fait à la fin de mon intervention,
que la réinstitution de l'université était liée à la réinstitution de la société, il faut prendre vraiment cette expression à la lettre. La réinstitution de la société, chez quelqu'un comme Castoriadis, ça porte un nom qui est celui de révolution. Parce que pour Castoriadis, la véritable révolution n'est pas du tout la prise du pouvoir. C'est surtout pas la prise du pouvoir par un parti d'avant-garde, qui fait que justement les gens qui prennent le pouvoir sont tôt ou tard pris par le pouvoir lui-même, et que la logique, par conséquent, qu'ils développent est une logique de confiscation du pouvoir qu'ils ont chèrement conquis. Voilà. Donc c'est pas du tout ça. La vraie révolution, c'est la réinstitution. Castoriadis dit très justement, c'est la réinstitution explicite de la société par elle-même. Voilà. Quand on travaille à la réinstitution de l'université, on ne peut pas ne pas prendre conscience que cette réinstitution ne peut se réaliser que si en même temps on travaille à la réinstitution de la société dans son ensemble. C'est pour ça que la réflexivité est liée, la réflexivité de l'université et la réflexivité de la société. C'est pour ça que j'ai dit que l'université devait être le lieu privilégié de l'exercice d'autoréflexion de la société, parce que précisément, elle peut contribuer à sa manière à ce travail-là, à cette transformation-là, mais elle ne peut pas, bien sûr, le faire seule. Elle ne peut pas le réaliser seule, indépendamment de la transformation de la société elle-même. Donc voilà, c'est un programme, c'est pas un programme politique du tout, je vous rassure, mais c'est un programme qui est un programme de transformation qui implique que ce soit finalement à l'université comme dans toute la société une autre logique, à savoir la logique du commun qui prévale. Voilà. Ça, c'est dit de façon, enfin j'aimerais en tout cas que ce soit dit de façon extrêmement nette pour qu'il n'y ait pas du tout d'illusion. J'appelle pas à la création d'une université qui serait un îlot d'émancipation à l'intérieur d'une société régie par des inégalités et des facteurs d'oppression. Dès que vous dites l'université, oui. Quand vous dites l'université, je suis entièrement d'accord, l'université au sein du vous énoncez cette séparation-là de n'importe quelle université de sa propre société, parce que vous êtes l'université, je ne veux pas dire d'autre chose que ça, dans la séparation de l'université par rapport à la société. Vous énoncez quelque chose qui est parfaitement comparable. J'ai un peu de mal à comprendre, mais en tout cas, moi, je ne suis pas pour la séparation. Je suis pour que ça marche du même pas. Voilà. Donc, je suis pour qu'il y ait un travail de mise en place de commun dans tous les secteurs de la société, y compris pour moi, une entreprise, par exemple, peut devenir un commun à certaines conditions. Mais justement, ça ne peut pas être les communs tels qu'ils existaient avant l'essor du capitalisme. C'est pas un retour à l'égard des... C'est pas un retour aux communs médiévaux, si vous voulez. C'est pas un recours... On a beaucoup parlé des communs ou des commons, puisque c'est le terme qui est en vigueur depuis très très longtemps. Et à cet égard, je voudrais qu'on se garde de toute nostalgie. Il n'y a pas de retour aux communs médiévaux. Les communs médiévaux ne constituent pas un exemple. Certes, c'était des droits d'usage collectif qui garantissaient la subsistance des pauvres, mais en même temps, c'était des communs qui étaient très fermés. Alors justement, très fermés à l'échelle de la paroisse ou du village, de telle sorte que celui qui n'appartenait pas à la paroisse ou au village et qui venait éventuellement pour faire paître ses bêtes était impitoyablement chassé parce que justement, il n'appartenait pas au village. Comme dit Edward Thompson, c'est lex loci, la loi du lieu. Or, les communs, il me semble, qui s'expérimentent aujourd'hui de par le monde, sont des communs qui sont très différents parce que précisément, ce sont des communs qui sont d'emblée ouverts. Les références, les communautés de référence, si vous voulez, ou les collectifs de référence, sont des collectifs qui sont ouverts, qui n'ont pas des frontières extrêmement définies, qui ont des limites extrêmement fluides, qui sont remises en cause précisément par l'exercice de la délibération. Et ceci vaut pour des communs extrêmement différents de par le monde, et je ne vois pas pourquoi ceci ne vaudrait pas pour l'université elle-même. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une question sur le contour plus concret peut-être? Moi, je vais poser la question du rapport ou de l'extension, si on veut, de l'exemple intéressant à la transformation de l'université globalement. C'est pas la même chose, parce que même, il y a des gens qui dépendent, je pense à quelqu'un comme Bill Reading, qui a écrit un livre extrêmement intéressant, connaissant dans les revenus de l'université. Donc, défendre le fait qu'on puisse faire des brèches dans l'université, c'est une chose, mais la transformer, c'est autre chose. justement. C'est pour ça que cet exemple-là, je commence à le voir comme une sorte de brèche. Mais la brèche actuelle de l'université est pas remise, à mon avis, en tout cas, dans l'ensemble en question. Non, mais ça... tout à fait, mais ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Je ne pense pas, en effet, des brèches, c'est très bien. Et de la même manière, à propos de l'institutionnalisation, très brièvement, puisque ça a été posé, ça dépend comment on comprend l'institutionnalisation. Je ne pensais pas à un carcan administratif dans lequel ou sous lequel les acteurs des mouvements sociaux seraient sommés
de s'intégrer. Je ne pensais pas du tout à ça. L'institution, à mon sens, Christian, encore une fois, moi et Christian, on réfléchit beaucoup à la question de cette notion d'institution. C'est plutôt l'idée, c'est pas institutionnaliser. C'est pas institutionnaliser quelque chose qui est porté par une lutte. Même l'exemple que j'ai pris, c'est pas ça. C'est pas ça. Créer des institutions, ou bien retransformer et redonner vie à des institutions qui existent déjà, c'est tout à fait différent, parce que ça veut dire coproduire de nouvelles règles. C'est ça l'institution. Ce n'est pas institutionnaliser au sens de reconnaître officiellement par une institution existante ce qui existe en dehors de l'institution. Ça, ce n'est pas très intéressant. Et en général, ça ne va pas très loin. Merci. Bon, d'abord, merci beaucoup d'être là en premier parce que c'est une belle grande occasion de vous recevoir. Pierre est déjà venu l'an dernier, Pierre Dardot, mais Christian Laval, ça fait peut-être 30 ans qu'il n'est pas venu au Québec, donc merci d'être là. J'attendais l'invitation. Okay. J'ai été patient. Alors, évidemment, ça ne surprendra pas les gens qui me connaissent que je sois absolument d'accord avec le diagnostic critique qui a été fait et aussi merci beaucoup pour l'exposé historique qui sont des rappels absolument essentiels. Mais ma question va faire du pouce, je dirais, sur celle de Daniel Dagenet qui est en avant. C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas peut-être un risque ici, en voulant penser l'université sur le modèle des autres communs, de manquer ce qui en fait la spécificité historique et la différence. Et on trouve ce propos à la fois chez Michel Freytag, bien sûr, mais aussi chez Michel Henry, dans La Barbarie. Le chapitre final de La Barbarie s'appelle « La destruction de l'université ». Et l'argument qui est fait dans le chapitre, c'est de dire ce qui a permis à l'université, historiquement, d'exister comme une forme institutionnelle spécifique, c'est précisément qu'elle s'est construite par une distance et une frontière à l'égard de la temporalité et des pratiques intéressées qui prévalaient dans le reste de la société. L'argument d'Henry, c'est, ce serait celui de Freytag aussi, c'est le même, c'est-à-dire qu'au fond, la société fonctionne avec un rythme de, par exemple, du problem solving à court terme. On veut régler des questions rapides. Bon, aujourd'hui, ce serait par exemple dans une entreprise, ou ça peut être dans un groupe communautaire, ou ça peut être dans un mouvement social. On a des objectifs immédiats. Alors que l'université fonctionne dans un temps beaucoup plus long, beaucoup plus reculé, détaché, pas dans le sens séparé par ailleurs. Hein. Il n'y a pas de séparation, elle ne vit pas sur Mars, on sait bien. Mais il y a cette espèce de décalage qui fait en sorte qu'elle n'est pas dans la chose, elle la regarde avec une certaine distance. Bien sûr, elle est toujours impliquée, elle n'est pas en dehors de la société, mais elle est à distance. Et effectivement, Michel Henry, par exemple, dit que ça se manifeste en deux temps, le problème. C'est-à-dire que d'une part, la frontière qui sépare l'université de la société est progressivement détruite, et d'autre part, c'est ce qui permet l'invasion de la technico-économie dans l'université. Donc, je pense là-dessus, on va être absolument d'accord. Le problème, la nuance vient quand on parle de qu'est-ce qui arrive lorsque l'université est appelée à se brancher davantage sur, je dirais, des pratiques qui nous apparaissent intéressantes du fait qu'elles sont porteuses d'émancipation sociale, etc. Jusqu'où, à ce moment-là, l'université doit-elle s'y coller? Et là, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec la proposition qui est faite là, que cette même distance s'amenuise et qu'à cause de ça, l'université perde son recul critique par rapport à ce qui se déroule, aussi intéressant que ce soit dans la société civile. Et donc, ça va exactement dans le sens de Daniel, de dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger, au fond, que peut-être que l'université est un commun qui a une spécificité qui l'empêche d'être pensé exactement selon les mêmes termes que les autres communs? En tout cas, ce serait ma question. Merci. Est-ce que... Oui. Bonjour, je vais garder ça court. Je suis une personne un peu plus brève. Dans le fond, ce que vous nous dites, M. Dardot, c'est qu'il faudrait que les membres de la corporation de l'université fassent une grève sauvage et vivent la désobéissance civile et qu'ils fassent une autoréflexion pendant le processus. Merci. Alors, je pense qu'on terminera sur cette question-là, parce que je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, vous ferez le mot de la fin en même temps. Vas-y sur la première partie. Désobéissance civile. Oui, je crois qu'il peut y avoir effectivement de légitimes questions
autour de ce qu'on pourrait entendre par commun de la recherche. D'abord, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'on s'inscrit dans une tradition la plus authentique de l'université, c'est-à-dire précisément que, contrairement aux logiques que j'ai décrites d'individualisation forcenée de la recherche par mode d'évaluation individuelle, la recherche ne peut être qu'une activité collective. Certes, chacun a sa singularité, mais précisément le travail d'un laboratoire, par exemple, ou d'un département, c'est d'abord avant tout un travail organisé sur un mode collectif. Je pense que c'est un point important. Deuxième chose, Pierre a dit que l'université devait être le lieu de l'autoréflexion de la société. Ça implique évidemment une préservation de l'autonomie par rapport au pouvoir, mais une autonomie, ça signifie aussi que tout ce qui a été créé, tout ce qui continue à être créé, soit préservé, je veux dire, par des modes de régulation propres du milieu. C'est-à-dire que le pouvoir collégial, je pense que c'est extrêmement important, le pouvoir collégial des universitaires sur leur propre activité soit défendu et étendu, c'est-à-dire selon des principes démocratiques. Il faut en revenir à une organisation réellement démocratique des universités. Alors on pourra discuter de ce qu'on entend par là, mais je crois que le mode d'élection des conseils et des directions est absolument essentiel. Quand on pense que notre nouveau président, depuis hier, entend faire recruter les présidents d'université en France par des jurys internationaux, on voit bien, et parce que ça serait le modèle mondial, on voit bien dans quelle direction on se dirige et quel sera le type d'accélération de la transformation néolibérale des universités en France qui s'annonce. Je veux dire, le programme est de façon extrêmement claire. Donc défendre la démocratie, défendre l'autonomie me semble extrêmement important. Mais cela, précisément, ne suffit pas. Je voudrais simplement rappeler, on a en France l'exemple d'un sociologue assez fameux qui s'appelle Pierre Bourdieu. Il a passé une grande partie de son existence à défendre l'autonomie. Et puis, il a quand même réalisé l'autonomie de la sociologie, l'autonomie des disciplines. Mais en même temps, c'est un sociologue qui a montré tous les travers des formations scolastiques, comme il le dit, qui pouvaient naître de cette autonomie. Donc, l'autonomie ne doit pas être non plus fétichisée. Elle présente des risques. Et deuxièmement, il s'est vite rendu compte, ou il s'est rendu compte au cours de sa trajectoire que la sociologie devait se lier à l'action sociale, à l'action collective. Et il n'a cessé de réfléchir jusqu'à son décès à la manière dont les chercheurs, précisément, pouvaient entrer en rapport avec les acteurs. Et il y a quelque chose dont on n'a pas suffisamment parlé. L'université, la forme de réflexion qu'elle propose peut essaimer en dehors de l'université. C'est-à-dire que l'université n'est pas séparée du fait même qu'elle peut servir à l'auto-réflexion des acteurs. Je pense que c'est un point important. Juste un cas qui me concerne très directement, ça fait près de 15 ans, un peu plus, que je participe à la création et je co-anime un institut de recherche syndicale. Éric Martin demandait du temps long. Oui, eh bien, un syndicat peut se doter d'instruments de temps long. Et il se trouve que cet institut est l'un des lieux rares qui, en France, a produit des connaissances contre vents et marées sur la transformation néolibérale de l'université. Alors que, je peux le dire parce que j'étais directement concerné, le monde académique a longtemps été complètement fermé à cette problématique. L'université, si vous voulez, elle peut être aussi acteur, si je puis dire, essaimer et proposer aux syndicalistes,
ça pourrait être d'autres acteurs, aux syndicalistes, de se faire producteurs de connaissances. Et ça, c'est un point que j'observe, ce n'est pas la tendance spontanée. J'ai par exemple assez fortement critiqué, pour donner un exemple, l'organisation d'un colloque à Nanterre sur la démocratie du travail, qui avait trouvé le moyen, les organisateurs avaient trouvé le moyen de ne pas inviter un seul syndicaliste et de ne pas évoquer un seul instant le syndicalisme. Je veux dire, voyons aussi les conséquences de ce que l'on entend par séparation. Le prix que ça peut représenter quant à la production du savoir. Ah, t'as fini? Non, mais... Non, bon, je reviens donc à la question de la séparation. Il y a une distinction qui est très importante, qui vient d'être faite, comme ça, à travers l'intervention d'Éric. C'est quand même la distinction entre l'indépendance, la séparation, et d'autre part, la distance. Parce que ce n'est pas la même chose, y compris le fait de mettre l'accent sur la différence de rythme temporel. Parce qu'effectivement, il y a une temporalité propre à la production de connaissances scientifiques, et il me semble absolument nécessaire de préserver cette idée qu'il n'y a pas le même rythme. Mais cette différence ou ce décalage, pour reprendre le terme de Éric, c'est ce qui fait la singularité d'un commun de recherche qui vise à la coproduction de connaissances. Mais cette singularité n'exclut absolument pas qu'on puisse non seulement solliciter, mais favoriser pratiquement la participation d'un certain nombre d'acteurs à ce travail d'autoproduction. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est amené à s'aligner purement et simplement sur la temporalité qui est celle des acteurs engagés dans leur action. Mais en même temps, ça veut dire qu'on ne sépare pas la coproduction de connaissances de la part que ces acteurs eux-mêmes sont amenés à incarner. Mais ça, ce n'est pas du tout une confusion. La coproduction n'implique pas la confusion des temporalités. Donc à cet égard, il n'y a pas, en tout cas dans l'esprit qui est le nôtre, il n'y a pas de crainte à avoir. Nous ne sommes pas du tout des partisans de la réduction de la temporalité à la temporalité qui est celle de l'action immédiate des acteurs dans les mouvements sociaux. Ce n'est pas ça du tout que nous voulons dire. Mais encore une fois, ça n'est pas la même chose qu'une séparation. Et ça n'est pas une indépendance à l'égard de la société. Et de ce point de vue, il me semble que, comment dirais-je, il y a une distinction qui est mobilisée qui me paraît assez discutable. C'est la distinction, alors je connais très bien, enfin je connais en tout cas, je ne suis pas un spécialiste de Marx et de Hegel, contrairement à ce qui est dit parfois dans les présentations, mais c'est vrai que je connais assez bien Marx, et je connais aussi la critique de la philosophie du droit de Hegel de 1843, et je connais donc la façon dont Marx fait usage de la distinction entre société civile et État. Je suis assez réticent à l'égard de la distinction. Pourquoi ? Parce que la distinction sert en général à justifier le fait que l'on dresse la société civile contre l'État en disant que la société civile est par nature, parce qu'elle n'est pas l'État, quelque chose de sain qu'il faut opposer à l'État, qui lui est un pouvoir répressif absolument ignoble. Or, les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que précisément la société civile n'est pas du tout quelque chose qui est indépendant de l'État, contrairement à ce que l'on veut faire croire. C'est quelque chose qui est une cible permanente de l'action gouvernementale. Il y a quelqu'un qui a très bien montré ça, c'est Foucault, dans le cours qui s'appelle « Naissance de la biopolitique ». Et donc l'idée d'une indépendance illusoire de la société civile, vous voyez, l'indépendance, j'aime pas trop ça, quand on parle d'indépendance comme ça à l'égard de la société ou d'indépendance de la société à l'égard de l'État, et même certains propos de Murray Bookchin, par exemple, sur cette relation entre la société et l'État, sont encore marqués du travers de ce prisme, c'est-à-dire de cette opposition assez artificielle entre justement la société civile et l'État. La société civile n'est pas par nature opposée à l'État, de la même manière que l'État n'est pas quelque chose qui viendrait coiffer du haut la société civile. Il n'y a pas les forces saines de la société civile et puis l'État méchant. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, et Christian a précisément montré qu'il y avait une action gouvernementale qui consistait à saisir les individus qui appartiennent à la société pour en faire autant de points d'appui dans la transformation de la société. Et donc l'État joue beaucoup plus subtilement qu'on ne le croit généralement, précisément à travers des mécanismes d'incitation qui sont assez pervers et précisément pour cette raison assez redoutables. Donc je ne crois pas, alors, désobéissance civile, bon, si c'est levons-nous
en tant que porte-parole de la société civile contre l'État répressif. Je pense que c'est vraiment de la courte vue et que ça ne débouchera pas sur quelque chose de très prometteur et de très important. Ce n'est pas la société civile contre l'État, c'est la transformation de la société et de l'État. Et c'est une transformation qui est simultanée. Et c'est la transformation également de l'université en même temps que la transformation des deux. À la limite, Marx avait vu quelque chose de juste lorsqu'il avait dit que la véritable émancipation supposerait qu'on mette fin à la dualité de la société civile et de l'État. Pas qu'on conserve l'un des termes pour l'opposer à l'autre, pas qu'on dise la société civile et grâce à la société civile on va mettre fin à l'État, mais qu'on s'affranchisse de la distinction et de l'opposition entre la société civile et l'État. Voilà. C'est vous qui le dites. Bon, alors merci. C'est Formellement, aujourd'hui, soir, demain.